Bienvenue mesdames et messieurs sur les programmes d'Afrique Média, la chaîne panafricaine. Nous assistons là au début d'une nouvelle émission consacrée à la santé. La santé est importante, la santé est primordiale, la santé est essentielle. Rien de bon ne peut se faire sans la santé. D'où la question suivante, que penser des médicaments non autorisés encore disponibles sur les marchés? Que penser des médicaments non autorisés encore disponibles sur les marchés? Pour pouvoir avoir l'éclairage assez large, une compréhension assez fluide, nous avons l'assistance d'un parterre d'invités, tous aussi experts les uns que les autres dans le domaine. Je reçois M. Roger Tapa. Bienvenue M. Roger Tapa. Vous êtes directeur exécutif de Hull Horizon International et promoteur du Wellness Concept. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de ce soir, l'équipe technique, bonsoir. C'est un plaisir de se retrouver sur le plateau et un plaisir également de contribuer à cette lutte permanente qui est celle de voir les populations bien se porter. Nous espérons aussi que monsieur le professeur Herman Niègle-Liporte, vitaliste, naturopathe, parapsychologue et président de la FINACAM, partage le même plaisir d'être sur les plateaux d'Afrique Média. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour cette invitation et franchement c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir ici pour parler santé et surtout parler médicaments. Merci à vous. Nous avons un autre invité, non des moindres, monsieur Clément Pitsoko, écrivain spécialiste des médecines douces. Bienvenue à vous. C'est un plaisir. Je n'ai pas hésité lorsque vous avez associé ma modeste personne à ce rendez-vous. Et une fois de plus, je vous dis merci et bonne soirée à chers téléspectateurs. Avant que de s'étendre sur ce sujet pleinement, nous allons recevoir le visionnage d'un premier élément, si la régie est prête. Des médicaments courants pointés du doigt, médicaments cardiovasculaires, aide à l'arrêt du tabac, anti-inflammatoires, antidiabétiques. Le guide des médicaments passe au crible 4000 molécules. Verdict, 50% seraient inutiles, 20% mal tolérées, 5% potentiellement très dangereuses. Exemple. On a sorti depuis 10 ans une douzaine de nouveaux antibiotiques. Ils sont premièrement beaucoup moins efficaces, deuxièmement beaucoup plus dangereux et troisièmement 20 fois plus chers. Bon, ça vous explique pourquoi l'industrie les a mis sur le marché. Ici, ce sont certains médicaments anti-tabac soupçonnés de pousser au suicide qui inquiètent le pharmacien. L'un des plus dangereux, c'est celui-là. Le Champix et le Ziban, sont des médicaments qui sont vraiment trop dangereux. S'arrêter de fumer et risquer de se suicider, non. Et la plupart de ses clients sont conscients que les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Je ne sais plus quel médicament, mais j'ai eu des palpitations au niveau du cœur. C'était en plus en plein été. C'était il y a 2-3 ans. Et depuis, je fais super attention, quoi. Alors ce guide est-il trop sévère? Nous avons soumis la liste des produits décrits comme dangereux à un spécialiste des médicaments. Le problème de ces listes, c'est que c'est vraiment un mélange de vrai et de faux. Et selon lui, certains médicaments n'ont rien à y faire. De mettre l'anafranil en médicament dangereux alors que c'est vraiment un des antidépresseurs les plus importants pour les formes graves de dépression mélancolique, c'est forcément une erreur thérapeutique. Protélo, ça je suis d'accord, on n'en a pas besoin. Le Champix et le Ziban pour le sevrage tabagique, je suis d'accord, ça pose trop de problèmes. Selon ce livre, supprimer les médicaments inutiles permettrait d'économiser plus de 10 milliards d'euros. Alors, Jean-Daniel Flézaquier, 3 questions simples pour bien comprendre. Première question, pourquoi ces médicaments sont-ils mis sur le marché et remboursés s'ils ne servent à rien ? Parce que pendant de longues années, les agences sanitaires ont été très tolérantes et puis qu'on acceptait de voir arriver comme ça des produits. Je vous donne un exemple. Un produit qui sera bientôt déremboursé qu'on appelle le Séglor. Le Séglor qui est utilisé dans les migraines. Mais il est aussi proposé dans le traitement de ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire les chutes de tension. Proposé, ça veut dire qu'on n'a jamais pu démontrer que ce produit était efficace dans cette indication. Jamais. Alors voilà une révélation à ma foi inquiétante sur la distribution des produits non utilisés ou alors d'une autorisation pas révélée. Ici, dans le cas de l'Afrique, monsieur Dr Tapa, nous avons une liste des antipaludiques, puisqu'on parle de l'Afrique, nous connaissons le problème du paludisme. Nous avons
comme produit non autorisé et encore inutile disponible dans le commerce, le plasmotrim 100 mg, nous avons la modiakine, nous avons l'arinade, le camoquin, nous avons la flavoquine, l'alphane. Autant de produits encore disponibles sur le marché, comme vient de nous démontrer à suffisance cet élément. Quelles sont vos premières réactions sur cet état de choses? Oui, la première réaction est une réaction de désolation par rapport à ce qui se passe déjà sur plusieurs plans. Je reviendrai sur la liste que vous venez de citer tout de suite, mais il faut noter que le problème des médicaments pose de façon aiguë la problématique de santé en Afrique subsaharienne. La santé est essentiellement médicaments et essentiellement économie, et ça entraîne un certain nombre de déviations que nous aurons l'occasion de développer. Il est question de regarder aujourd'hui où on va, est-ce qu'on est dans la bonne direction, et éventuellement, qu'est-ce qu'il faut rectifier pour continuer dans le droit chemin. Les médicaments inutiles, il y en a sur tous les marchés. En Afrique, c'est pire encore parce que non seulement ils sont inutiles, mais certains sont des faux médicaments. Ça a été démontré pour beaucoup de molécules. Et on va relever au cours, peut-être, si vous le permettez, beaucoup d'aspects de déviation, beaucoup d'aspects d'abus qu'il faut noter. Et il convient de remarquer qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'une autre politique en matière de santé, d'une autre démarche, d'une autre ouverture, et qu'on cesse de focaliser le problème de santé des populations sur les médicaments. Voilà qui est dit de la part du docteur Tapa. Vous partagez le même avis, monsieur Emran? Moi, je pense que nous avons un problème assez politique. D'abord, comment autorise-t-on la mise sur le marché des médicaments en Afrique? Est-ce que le processus est le même qu'en France? De un. De deux, l'élément qu'on venait de voir, c'est un élément qui arrive en France parce que la Cour de comptes tape le poing sur la table et demande des comptes à l'État en ce qui concernait la prise en charge des populations, donc les sécurités sociales. C'est comme ça que cet élément nous parvient. Donc, en fait, ce n'est pas pour l'Afrique, parce qu'il y a un système mis en place en France qui permet à ce qu'on soigne les gens pour rien. Mais apparemment, qui paye la facture? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui paye la facture parce que les médicaments qui sont fabriqués en France ne sont consommés qu'en France et dans les pays du tiers-monde. Au niveau des pays du tiers-monde, jamais consommés aux États-Unis, dans les pays européens, dignes de ce nom. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments inutiles. Pour les 4000 molécules, on a dû constater que 80% étaient inutiles. Et là, quand on parlait des médicaments inutiles, il y en a des médicaments qui n'ont aucune activité. Aucune. C'est-à-dire c'est un placebo carrément, mais qu'on vend à un certain prix. Il y a des médicaments nuisibles. C'est-à-dire l'inutilité ne se limite pas à une petite proportion, mais va jusqu'à provoquer de maladies. Parce que les psychotropes, par exemple, ce qui est de la psychiatrie comme médicaments, sont prescrits sur aucune base, tant en France qu'aux États-Unis, partout par exemple. Parce que le problème des médicaments, comme disait le docteur tout à l'heure, c'est un problème sérieux. Mais l'Afrique doit prendre ça encore beaucoup plus au sérieux. Parce que quoi? La France encourage les médicaments inutiles pour une aide économique à l'industrie française qui fabrique ces médicaments. Le Cameroun subit, l'Afrique quoi, le Cameroun, le Tchad, le Congo, nous on subit parce que ces médicaments qui nous parviennent ici, dernièrement il y avait l'ACT qu'on a fait des publicités ici un peu partout, ça a été financé. Les journalistes se sont retrouvés à des endroits précis, moi j'y étais convié. C'est des délégués de la santé des régions ou le ministère de la Santé et tout le monde qui était
enrôlés dans l'affaire. Récemment, Cameroun Tribune a publié que ce médicament est retiré du marché. Alors, le mal que l'Afrique a, c'est que le médecin est complice. C'est ça le mal. C'est ce qui est dommage. Il est complice. Alors, il y a deux types de complicité. Vous me permettez, que je m'étale un peu. Avant de permettre de Voilà. vous étaler, Okay. le docteur Clément Pessoko aurait forcément quelque chose à dire sur cet élément. Bien. Cet élément, c'est lorsque le commun des mortels essaie de jeter un coup d'œil sur ce documentaire, il est d'abord choqué. Choqué parce que on a l'impression qu'on nous prend pour du bétail ou encore des éléments de commerce. Sur quoi ou encore sur qui on doit se faire du beurre. Parce qu'il faudrait déjà qu'on essaye de définir ce que c'est qu'un médicament. Il faudrait que celui qui est à la maison sache ce que c'est un médicament. Le médicament, c'est une substance dangereuse que le médecin prescrit avec tact pour soigner un symptôme ou encore faire disparaître une maladie. Donc c'est une substance dangereuse ou encore c'est un poison. Donc il faut déjà que vous sachiez que lorsque quand on dit médicament, c'est-à-dire que pour qu'un médicament soit introduit dans un pays, il faudrait une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation de mise sur le marché, ça prend des années parce qu'on prend le temps de vérifier les effets secondaires, les composants, etc., etc. Parce qu'un médicament a toujours une dose de toxicité qu'il faut évaluer et voir exactement si, à la longue, effectivement, l'espèce humaine qui est concernée par ce médicament n'aura pas des effets secondaires ou encore des conséquences beaucoup plus graves. Si ça vaut la peine de prescrire, parce que le médicament, il y a toujours une dose de mauvais. Donc, on étudie pour voir exactement si ça vaut la peine de mettre alors cette substance-là, cette drogue sur le marché. Alors, ce documentaire donc, nous montre que sur 3 médicaments, il y a un seul qui est bon et 2 autres sont mauvais. Mais seulement, nous sommes obligés de les consommer, sachant que ces médicaments ont des effets secondaires à court, à moyen et à long terme. Mais finalement, nous, Africains, on se pose la question, est-ce que l'émergence de demain, ce sera avec ce type? Oui, monsieur Pessoko, et justement, il faut savoir, est-ce que nous pouvons valablement se déclarer émergents, des pays émergents d'ici 10, 15, 20 ans, sans avoir la maîtrise de notre politique de santé? Exactement, vous avez parlé de l'AMM, monsieur docteur Pessoko, vous avez parlé de l'AMM, qui est l'autorisation de mise sur le marché pour les téléspectateurs. À partir de quel moment on peut dire qu'un produit est utile sur un marché, dans le cas de l'Afrique? Alors, il y a des spécialistes, n'est-ce pas, qui, dans les laboratoires, qui, à un moment donné, étudient le médicament et à un moment donné, jugent que ce médicament peut être utile, même comme c'est un poison, parce que tous les médicaments sont des poisons. La preuve, si vous prenez 20 comprimés d'aspirine, vous avalez, vous allez perdre la vie, ou encore vous aurez des conséquences très fâcheuses. Voilà pourquoi le médecin, en fonction de votre taille, en fonction de votre âge, a appris, n'est-ce pas, à prescrire ce médicament. Donc, le spécialiste le prescrit avec tact. Voilà pourquoi, pour qu'un médicament soit introduit sur le marché, il faut donc qu'une équipe pluridisciplinaire étudie et trouve qu'effectivement, ce médicament, malgré le fait qu'il y a des effets secondaires, malgré le fait que, etc., il peut être utile dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas. Voilà pourquoi, à un moment donné, on autorise donc qu'il soit commercialisé dans un état ou encore dans une surface. Je me retourne vers le docteur, promoteur de Wellness. Vous avez forcément quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais dire qu'il serait judicieux qu'on reste dans l'aspect caché du reportage, en fait. En dessous du phénomène qu'on a posé, il y a un intérêt économique propre
qu'il ne faut pas manquer, parce que si on le rate, on rate tout le problème. Pourquoi les gens font des médicaments inutiles? En France, vous avez des spécialistes de tous bords. Pourquoi ils continuent à faire ça? Pourquoi ces médicaments continuent à être déversés en Afrique? Pourquoi? C'est là la grande question. Si on veut répondre à cette question, on est obligé d'aller dans un certain nombre de faits. Déjà, les rapports qui nous lient sur le plan de la santé avec nos partenaires, nos amis, entre guillemets. Et ensuite, sur les motivations des populations à aspirer aux médicaments. Pourquoi on va chercher des médicaments? C'est ça la grande question. À l'allure où nous allons aujourd'hui avec les problèmes de santé en Afrique, on ne pourra que courir après les médicaments. Et plus on va courir après les médicaments, plus on a de la chance de courir après des faux et que les faux médicaments et des médicaments inutiles se multiplient sur notre terrain. Pourquoi? Quand on revient, quand je parlais de la problématique des problèmes de santé en Afrique, si on remonte un peu dans le temps, ce qui se passe ici n'est pas nouveau. Ça s'est passé dans les pays qui sont dits développés aujourd'hui. On se rend compte depuis un certain nombre d'années que plus on soigne les gens, plus ils sont malades. Ce n'est pas un cas propre en Afrique, ce n'est pas un cas propre en Europe, ce n'est pas un cas propre aux États-Unis. On se rend compte que plus la technologie évolue en matière de santé, plus on multiplie les médicaments, plus on multiplie le personnel qualifié, plus les gens sont malades. Il est question de savoir, est-ce qu'on va continuer à courir donc après les malades? Est-ce qu'on va continuer à prêter les structures pour accueillir des malades? Ou alors, peut-on réfléchir autrement? Est-ce qu'il ne faut pas voir au niveau des malades, qu'est-ce qui les rend malades? Peut-être qu'en diminuant les causes de la maladie, on va diminuer le nombre de médicaments et on va même diminuer le nombre de personnes qui sollicitent les médicaments. Et si vous permettez, pratiquement 60% des consultations médicales en Afrique subsaharienne sont inutiles. Je me permets de le dire, 60% des consultations médicales sont inutiles. Les gens passent des mois à obtenir un rendez-vous. Un diabétique qui va de l'hôpital à l'hôpital de 6h à 18h et se fâche contre le médecin, contre les infirmiers et tout le monde. Il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il avait vraiment raison de passer la journée là-bas? Est-ce que ce pourquoi il a vu le médecin en fin de journée nécessitait qu'il soit là-bas? Ça, c'est la grande question. Vous attaquez tout azimut le problème de consultation de médicaments. médicaments. Oui, le problème de consultation, le problème de la prise en charge du problème de santé en Afrique. Pourquoi on doit attendre continuellement que les gens soient malades? Pourquoi devons-nous aspirer à plus de médicaments? De ma vie de médecin, je peux vous dire, ça fait plus de 20 ans, quand vous prescrivez plus de 2-3 médicaments à un malade, posez-vous la question de savoir ce que vous faites. Vous avez raté la cible. Parce que si vous faites bien votre métier, vous devez identifier avec une certaine précision, à quelques erreurs près, de quoi souffre le malade. Et une fois que vous avez identifié, vous n'avez pas besoin de 4, 5, 10 médicaments pour prendre en charge un malade. Pourquoi les gens prescrivent 8, 9, 10 médicaments? Il y a des intérêts économiques, il y a des incompétences qu'il faut noter de plus en plus en Afrique. Tout le monde est docteur, tout le monde est médecin, tout le monde peut prescrire. Il y a tout ça. Il convient de remettre le problème sur la table et de résoudre les problèmes fondamentaux, à mon avis, qui sont aujourd'hui plus criards que jamais. On va beau accuser nos amis qui nous envoient des médicaments inutiles. Ils ont des intérêts économiques, je suis désolé de le dire. Ils doivent vivre, ils doivent résoudre des problèmes. On en parlera, voilà. Professeur Ayman. Vous avez parlé tantôt du cheminement de déclaration de l'utilité des médicaments. Ouais. Bon, moi, je pense que on ne peut pas accuser les gens qui obéissent à un système simplement parce que ils obéissent à un système. Il faut voir où on glisse pour savoir pourquoi on est tombé. Bon, moi je pense que l'Afrique n'a pas besoin de la médecine artificielle parce que c'est une médecine coloniale. Je le dis sincèrement parce que le premier hôpital général à Douala, au Cameroun par exemple, c'était à Bonadjon, où se trouve aujourd'hui le GMI. Pourquoi ça n'a pas pu explorer? On n'a pas pu continuer avec. Parce que quand on dit hôpital général, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de malades et plusieurs types de spécialistes. Bon, les Camerounais, par exemple, pour les cas d'espèce, puisque nous parlons de l'Afrique, mais on peut prendre un cas précis, le cas du Cameroun.
ça a attendu des années pour qu'on recommence encore à parler des hôpitaux généraux. Alors pourquoi? Parce qu'il fallait préparer le terrain. Pour préparer le terrain, il fallait donner la quinine qui fout en l'air le foie, qui inflamme le foie. Nous ne sommes pas des consommateurs de médicaments à l'aube du temps. Nous les devenons. Parce que la France a 22 millions de pharmacies, le double des pharmacies des États-Unis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour une population de 65 millions d'habitants, il y a 22 millions de pharmacies en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est près de 300 millions d'habitants pour moins de 22 millions de pharmacies. On peut comprendre par rapport à la superficie des États-Unis et tout, ils ont moins du double de ce que la France a. La France est le pays qui consomme le plus de médicaments. Ça, c'est sûr. Alors, l'Afrique souffre du fait que c'est des commerçants du n'importe quoi qui nous ont colonisés. Donc, je ne trouve pas pourquoi accuser un médecin, parce que, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai fait une interview un jour avec l'adjoint à l'Ordre national des médecins. Bon, au cours de cette interview, il expliquait que les produits qui sont faits localement, qui sont faits par des Camerounais, ne bénéficient d'aucun document scientifique. Et quoi? Comment il appelait ça? Il appelait ça une publication scientifique, voilà. Ne bénéficie d'aucune publication scientifique. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que, ou bien c'est que les médecins oublient, c'est que la publication scientifique est faite par les laboratoires pharmaceutiques qui font le produit, qui préparent un discours de marketing et qui le proposent aux médecins qui sont sortis de l'école depuis et qui se retrouvent devant un protocole d'un produit à utiliser. C'est comme ça que les psychotropes sont entrés dans la médecine générale. C'est-à-dire les médecins généralistes se sont mis à prescrire des produits qui n'avaient rien à voir avec leur médecine parce que ça regardait un peu les psychiatres. Donc, je voudrais expliquer que nous avons un problème de colonisation. Nous avons d'abord pas un problème de colonisation seulement, mais un problème d'esclavage. Seuls les Noirs ont été des esclaves dans tous les continents. Nous étions des esclaves en Europe, nous étions des esclaves en Amérique, nous étions des esclaves en Asie. Et l'époque de l'esclavage à aujourd'hui nous a fait hériter un comportement. Celui de dire à l'enfant que va à l'école pour devenir quelqu'un. De petit blanc, on lui dit tu es une race supérieure. Point. Je vous coupe, professeur. Oui. Pourquoi nous restions dans le sujet? Non, nous sommes dans le sujet. Parce que le sujet, écoutez, j'ai dit, il faut voir où est-ce que nous sommes glissés pour se retrouver là où nous sommes. Je vous comprends très bien. Je suis dans le sujet. Oui, je vous comprends très bien. Quels sont les dangers de ces médicaments inutiles? Je prends l'exemple concret de la chloroquine ou le paludrime dont on parle. Si aujourd'hui, moi, téléspectateur qui est à la maison, je m'en vais dans une officine et j'achète la chloroquine, quel danger je peux courir? Bon, de toute façon, vous achetez même la chloroquine que vous savez que c'est quoi. C'est ça le problème. Pourquoi nos choses sont prises à la loupe quand ça monte vers les pays du Nord? Pourquoi leurs choses sont consommées gratuitement? Mais aucun Noir ne doit boire aucun médicament. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'un médicament arrivé à Yaoundé a été sous contrôle et mis sur le marché parce que le contrôle est efficace. On a vu, je ne cite pas le ministre en question, à un temps ici, il y avait un ministre qui a viré tous les vaccins qui venaient parce qu'à cette époque même, on avait fait des vaccins qui stérilisaient des jeunes filles. Alors, le problème s'est passé à Bamenda. Ce ministre est venu à la télévision, on n'en avait qu'une seule télévision à l'époque, s'expliquer parce que les journalistes voulaient savoir si ce genre de vaccin existe.
Il a dit que ça existe, mais c'est pas si c'est entré au Cameroun. Mais en réalité, pendant tout son règne, il n'y avait pas de vaccination. Vous trouvez un autre ministre qui prend le bâton de pèlerinage. Non, permettez, parce que c'est un problème sérieux, qui prend le bâton de pèlerinage pour faire la propagande de la vaccination. Alors que le vaccin, ça a des adjuvants, parmi lesquels l'aluminium, qui détruit le cerveau, hein, jusqu'à arriver au sein des chloroses en plaques. Donc il y a un problème sérieux par rapport à la politique de la santé. On ne peut pas demander à la population de ne pas se vacciner si le ministre le demande. On ne peut pas dire à la population de ne pas aller en pharmacie quand tout le monde sait qu'il y a eu une publicité d'un produit pour le paludisme où le ministère s'est impliqué à ces programmes. Bon, donc moi je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que je me mets plutôt de son côté, qu'il faille qu'on essaie de voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que des possibilités de discuter sur une tribune pareille, dans des domaines de la santé, particulièrement le domaine du médicament, ça voudrait dire qu'on doit conscientiser les gens que tout au moins quand on te prescrit un produit, lis la notice. Parce que la notice va te permettre de savoir qu'un produit peut te donner une autre maladie. Sous prétexte que c'est des effets indésirables, tu auras, à partir de ces effets indésirables, l'implantation d'une nouvelle maladie à cause du produit que vous avez consommé, effets indésirables, contre-indications et tout. Là, au moins, le fabricant ne manque pas. Voilà. L'un des dangers de ces produits dits inutiles non autorisés serait que après la consommation... Tous les produits sont inutiles. Ben, tous. Là, il faut comprendre. C'est-à-dire tout ce qui est artificiel est inutile parce que le corps humain est fait de Dieu et l'eau ne peut jamais être remplacée par l'huile. Le corps ne reçoit que, n'accepte que ce qui est naturel. Là, je m'explique simplement que si vous aviez une eau sale dans un verre, vous y versez de l'eau propre. Pendant un bon bout du temps, vous allez rendre l'eau sale propre. Donc tout le verre aura désormais l'eau propre. Mais si vous y mettez de l'huile, vous allez salir davantage cette eau. C'est comme ça que ça arrive que quelqu'un qui a le palu, on dit c'est le palu. Donc ça veut dire, pour vous, professeur, l'Afrique n'a pas besoin des produits pharmaceutiques. Mais on vivait avant. Je vous comprends. Sur les dangers, le docteur Clément Pissoko, sur les dangers de ces produits inutiles qui consommés peuvent créer d'autres maladies, comme le professeur Eman a dit, vous rajouterez quel autre danger dans la prise médicamenteuse de ces produits inutiles? Non, je pense que le professeur exagère un tout petit peu parce que nous avons besoin des médicaments. Nous avons besoin des médicaments. Lorsque vous avez mal à la tête, après une soirée difficile, vous avez très mal à la tête, qu'est-ce que vous voulez? C'est d'être soulagé. Et lorsque vous voulez être soulagé, qu'est-ce qu'il faut? Vous appelez votre médecin, il vous dit, va en pharmacie, prends telle chose. Tu le prends, 30 minutes après, tu es soulagé. C'est à ce moment que tu sens l'importance du médicament. Et aujourd'hui, il est important de savoir que le médicament sauve des vies. Le médicament sauvera des vies. Et l'espoir de demain, c'est sur des nouvelles molécules contre des nouvelles pathologies ou encore des anciennes pathologies qu'on n'arrive pas encore à terrasser. Donc, il faut savoir que le médicament sera important. Et il sera toujours important. Maintenant, comment faire donc pour extirper le bon grain de l'ivraie? C'est ça le problème. C'est à ce moment que surgit les appétits féroces des laboratoires, des systèmes pharmaceutiques. Parce que justement, imaginez une firme pharmaceutique qui, cette année, a fait 8 milliards de dollars. Ça, c'est un exemple. Mais les chercheurs, vous savez, la recherche n'évolue pas
les dernières molécules des antibiotiques ont été mises sur pied il y a 30 ans. Ce n'est que des noms qui changent, mais la recherche n'évolue pas beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que cette firme va faire pour multiplier le chiffre d'affaires? Parce que tout le monde, comme le docteur Tapa l'a dit, les gens ont besoin d'argent, les gens doivent vivre, on doit payer des factures, il y a des problèmes, etc. On doit, la taille de l'entreprise doit grandir, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc mettre sur pied des médicaments, soit des placebos, soit changer de nom, soit ajouter d'autres adjuvants, etc., etc., pour créer des nouvelles molécules, parfois inutiles. C'est à ce moment donc qu'il y a danger. Et ces médicaments inutiles arrivent donc avec des fortes publicités et on incite, on conditionne un certain public à les consommer. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à une surconsommation des médicaments justement parce que on nous a mis dans la tête que sans médicaments, on ne peut pas vivre. Même si le médicament est important, comme le docteur Tapa l'a dit, il faudrait que les gens comprennent que avant d'arriver au médicament, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour éviter d'arriver au seuil du médicament. Justement, quand je prends l'exemple du mal de tête, moi, je développe un mal de tête, rapidement, j'appelle mon médecin, il me prescrit, voilà, etc. Le médicament, je prends 30 minutes, ça va. Mais le problème n'est pas résolu parce que le mal de tête a un certain nombre de causes. La plus directe, parfois, c'est la constipation. Imaginez, je travaille depuis le matin, j'ai envie de faire caca, mais je suis très pris, je n'ai pas de toilette dans mon bureau, je fonce et tout, voilà. Et à un moment donné, tout ce stress-là, toute cette fermentation entraîne des gaz, etc. Et ça entraîne le mal de tête. Je ne sais pas exactement quelles sont les causes. Si j'ai la chance de rencontrer le docteur Tapa, par exemple, il me donne des conseils sur le plan alimentaire, il me dit, bon, voilà, hein, c'est pas comme ça qu'il faut manger, d'habitude, prends les fruits, fais l'effort. Non, il faut que je finisse. Docteur Pestoko, s'il vous plaît, voilà. Vous avez mis, d'après mes connaissances, vous avez mis des produits sur le marché 3ZH, qui a été retiré avant, maintenant qui a été réintroduit sur le marché. Comment juger l'utilité de tel produit? C'est bien de parler longtemps des médicaments, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt forcément de valoriser la consommation naturelle plutôt que les médicaments? Non, il faut le savoir. Le médicament est utile. Le médicament sera utile. Et franchement, il y a des médicaments qui sont irremplaçables. Non, il faut le dire. Il faut que ceux qui écoutent l'émission à la maison sachent que le médicament est important. Lorsque vous êtes malade, vous devez aller à l'hôpital, vous allez vous faire diagnostiquer et on va vous prescrire la thérapeutique à suivre pour retrouver votre santé. Mais seulement, comme on l'a dit, il y a une panoplie de produits, de médicaments qui sont inutiles, qui sont sur le marché, qui n'aident pas. Et c'est ça le véritable problème. Monsieur Dr Roger, au sorti d'une pharmacie, je me fais prescrire 3 médicaments pour une même maladie, en l'occurrence le paludisme, ou alors je souffre d'une douleur, j'ai besoin d'un antalgique, j'ai une proposition de 3 antalgiques. Le premier, il est bon, il est approprié, peut-être il est un peu cher. Le deuxième, forcément, on me propose 3 médicaments que j'achète à la fois, mais pour un même traitement, un traitement médical concernant une seule maladie. Est-ce que sur les 3 médicaments, il n'y aurait pas une abondance, il n'y aurait pas des médicaments qui n'ont pas le droit d'être, qui sont là juste pour le commerce? Oui, je vais revenir. Les prescriptions, comme je disais tantôt, quand vous dépassez un certain nombre de médicaments, ça veut dire que vous cherchez, vous tâtonnez. La maladie vient avec ses symptômes. C'est-à-dire que la même cause peut produire 10 symptômes différents. Si vous voulez traiter les symptômes, il est évident que vous allez prescrire 10 médicaments. Mais si vous traitez la cause, il est évident que vous n'allez pas au-delà d'un ou de 2 médicaments qui vont éradiquer la cause et qui va traiter les symptômes par là. Je veux dire, prenez un malade qui a le paludisme, qui fait la constipation, qui a mal à la tête, il a de la fièvre, il a tout. Trouvez-lui un bon traitement antipaludique et tout ça va disparaître. Vous n'avez pas besoin de faire comme on voit sur les prescriptions ici, paracétamol, 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir pendant 10 jours. Vous traitez quoi? Si la douleur est finie après 2 comprimés, pourquoi le malade continue à prendre le paracétamol? Ça n'a pas de sens. Vous prescrivez un médicament que vous connaissez que c'est pertinemment pour la douleur. Dès que la douleur est finie, pourquoi le malade doit prendre?
donnez-moi la raison. Vous ne traitez rien. Par contre, le paludisme, si votre médicament doit l'éradiquer en 3 jours, vous ne pouvez pas l'arrêter quand le malade se sent soulagé le premier jour. Et maintenant, pour le nombre de médicaments, je dis, souvent les gens sont réticents quand moi je prescris. Je vais rarement au-delà de 3 médicaments pour le même mal. Et je ne sais pas pour me vanter, j'ai rarement des cas d'échec quand je fais mes traitements. Le problème ne se situe pas au niveau du nombre de médicaments prescrits. Le problème se situe au niveau du diagnostic déjà et du niveau de la prise en charge. Est-ce que vous pensez que prendre en charge un malade, c'est seulement les médicaments? Si oui, donnez-lui 20 médicaments. Est-ce que vous pensez que prendre en charge un malade, ça prend une bonne partie de conseils, de style de vie et tout ça? Si oui, donnez le médicament pour l'aider à sortir de là. Donc, s'il faut rebondir un peu, vraiment pour les Africains, ça me fait plaisir que ce soit une émission panafricaine. Le problème des Africains en matière de santé, c'est comme une goutte d'eau. On retrouve le même problème partout. Et c'est pour ça que je vais rebondir un peu par rapport à ce que le professeur disait tout à l'heure. L'Afrique a trop pleuré. On a été les esclaves, on a été maltraités, on a été exploités. Ça suffit. Quittez le passé. On doit vivre. Il y a un futur pour les Africains. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas de déplorer combien on a perdu, ce n'est pas de déplorer comment on nous traite. La question fondamentale aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait par rapport aux problèmes de santé en Afrique? Et là, je propose des solutions qui sont concrètes. Arrêtez de courir après les médicaments, arrêtez de courir après la technologie. Regardez le style de vie des populations. Vous verrez que c'est la même chose en Afrique, dans tous les pays où vous passez. Le corollaire, c'est la misère, l'ignorance. Les gens sont peu éduqués par rapport, en commençant par le corps humain. Combien de personnes dans la rue peuvent vous définir ce que c'est que le corps humain en Afrique? Une définition simple, pas scientifique, parce que quand on se met sur un plat, c'est pas pour parler aux médecins, c'est pas pour parler aux grands professeurs, c'est pour parler aux hommes du quartier, c'est pour parler aux paysans du village. Combien peuvent définir leur corps? Qu'est-ce qu'ils en savent? Et c'est pour ça que il est important de mettre plus de temps à faire comprendre à un individu que 2 tiers de son corps, c'est fait de l'eau, et que 1 tiers, c'est tout ce qu'on voit, c'est-à-dire les tissus. Ça, c'est une définition que tout le monde peut comprendre. Parti de là, vous pouvez prendre en charge votre corps. Et c'est ce que tout le monde ne fait pas. 80% de personnes dans le monde ne se prennent pas en charge convenablement. Si votre corps est fait de 2 tiers d'eau, et vous passez le temps, votre corps ne fabrique pas de l'eau et utilise toutes les secondes. Si vous ne buvez pas de l'eau pour remplacer vos pertes résiduelles, vous croyez que vous vous entretenez? Les gens passent la journée dans leur bureau, assis, à ne boire aucune goutte d'eau, les toilettes inexistantes, et ils vont faire le check-up à la fin de l'année. Si vous permettez, je vous coupe pas. Voilà. Est-ce qu'on dit, le professeur Herman l'a bien dit, que la raison de ces produits, la provenance de ces produits, peut-être c'est la France. Il y a beaucoup d'autres qui peuvent livrer. Il y a l'Inde, il y a la Chine. Tout à fait. On se souvient aussi qu'il y a Indial Sifa, qui est un laboratoire qui a donné 80 millions à l'Ouganda pour pouvoir développer sa fibre pharmaceutique. Il n'y a pas que la France, on va pas se focaliser sur la France. Est-ce que on comprendrait par là, à la maison, le téléspectateur, que si les produits non autorisés continuent à demeurer sur les marchés africains, c'est parce qu'il y a un problème de formation du corps médical, ou alors il y a des prescripteurs qui ne sont pas censés prescrire les médicaments? Il y a un problème fondamental de la demande. Plus les gens seront malades, plus on aura besoin des médicaments et plus n'importe quoi va passer. Je vais vous expliquer l'un des concepts que nous on développe, le ONF concept. Il y a la santé de l'esprit. Quand vous êtes fragilisé par la pauvreté, vous allez accéder à tout. On va vous dire que ce médicament c'est du poison, vous allez le prendre. Pour exemple, voyez les gars qui circulent dans la rue avec les médicaments sur la tête. Est-ce qu'ils ne vendent pas, malgré le fait qu'on attire l'attention que c'est dangereux parce que ça séjourne au soleil, c'est des produits chimiques, ça se transforme, c'est pas bon, c'est pas des principes actifs, c'est pas contrôlé, mais ils vendent. Qu'est-ce qui fait qu'ils vendent? Les gens ont mal, les gens ont misère, les gens ont besoin de relief. Quand vous prenez le revenu moyen... Roger, vous permettez, je vous coupe pas, il y a un appelant qui veut s'exprimer directement du Gabon. Docteur Roger, nous vous suivons. Oui, je dis, quand vous prenez une famille qui en moyenne fait 27 000 francs de revenus par mois au Cameroun, c'est ça le SMIC au Cameroun, vous attendez à quoi? C'est-à-dire quand vous parlez de la prise en charge, quand les discours, ça passe par où?
Quand vous prenez un pays où parallèlement vous avez des gens qui sont dans l'opulence, où on décrit tous les jours que les gens ont volé de l'argent, il se pose un problème fondamental de répartition des richesses. Si vous voulez résoudre le problème, attaquez le problème où il se trouve. Ce n'est pas nos amis, ce n'est pas les Français seulement, ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Chinois, c'est tout le monde. On est tous complices de ce qui nous arrive parce que personne ne veut prendre du recul pour regarder le problème fondamental. On ne peut pas, dans un pays qui misère, implémenter un système de santé respectable. Vous ne pouvez pas, dans un pays où les gens sont clochardisés au minimum, implémenter. Les gens ne seront ouverts qu'à tout ce qui vient. L'un des corollaires de ces médicaments pour passer, c'est qu'ils sont moins chers. Au Cameroun, aujourd'hui, quand vous parlez de médicaments, vous parlez du prix. On vend le prix, on ne vend pas la qualité. Donc ne vous fatiguez pas à dire aux gens, ça c'est le meilleur, ça c'est... Non, ils achètent le prix. Ça veut dire qu'un médicament qui coûte 2000, le bon, vous mettez le même médicament à 200 francs, les gens vont acheter pour 200 francs. Et ne soyez pas surpris, celui de 200 francs peut même être celui qui va le soigner. Mais si c'est 10 comprimés, il ne prendra pas les 10 comprimés, parce qu'il n'y a pas de la valeur ajoutée. Mais celui de 10 000, même si ça ne le soigne pas, il va prendre jusqu'au bout. Et les gens l'ont si bien compris. Quand on est pauvre, on est moralement fragile. Quand on misère, on est moralement exposé. Il faut qu'on comprenne que le problème fondamental de l'Afrique, c'est le problème, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un truc qui est lié aux hommes, à la gestion des ressources. Et il faut qu'on se focalise un peu au problème fondamental. Est-ce qu'il est temps pour nous aujourd'hui... Monsieur, docteur Roger, nous avons l'appelant qui revient du Gabon, Michel. Alors, monsieur, on fait aussi un constat, docteur Roger, celui selon lequel la plupart des films continuent d'approvisionner les Africains. Nous le recevons bien. Vous avez relevé le cas de la paupérisation, c'est-à-dire la pauvreté de la population qui fragilise ces prises médicamenteuses. Là, on le signale aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire aussi pour tous ces gens qui consomment, les consommateurs ou les consommatrices, qu'à un moment donné, qu'il est dangereux? Vous croyez que quelqu'un de pauvre peut facilement, même si peut-être on parle de naturopathie, laisser le médicament, puisqu'on sait que le produit du blanc est forcément bon, est-ce qu'on peut laisser ce médicament qui coûte forcément moins cher et au profit peut-être au détriment d'un médicament qui est efficace, qui peut soigner la maladie? Vous croyez que ça peut changer les habitudes? Je vais vous dire, je crois et fermement que ça peut changer. Il faut seulement commencer par le fondamental. Quand j'ai parlé du corps tout à l'heure, si vous avez fait comprendre à quelqu'un comment fonctionne son corps, qui boit régulièrement à longueur de journée pour compenser ses pertes hydriques, ça évite 60% des problèmes. Il parlait du mal de tête tout à l'heure. Faites l'expérience, prenez n'importe qui, moi j'ai toujours dit aux antennes, les gens qui ont les migraines persistantes, qui soignent leur façon de boire de l'eau, un verre d'eau au réveil, un verre d'eau toutes les heures pour finir au minimum 2 litres en fin de journée. Ils arrêtent vers 18 h pour ne pas aller pisser toute la nuit au moment du repos. Les migraines partent dans la plupart des cas. Pour ces migraines seulement, ça fait 60% parfois des consultations médicales inutiles à l'hôpital. L'eau, on parle de l'eau, on ne parle pas de médicaments. Vous comprenez que l'ignorance, c'est un problème fondamental. Quand vous prenez la nutrition chez nous, l'Afrique est bénie. Moi, je vis en Amérique depuis 16 ans. Les Américains, aujourd'hui, tout le monde veut manger bio. Tout le monde veut manger ce qui est organique. L'Afrique est bénie. On n'a que ce qui est organique. Et il y a comme ce médecin qui me demandait, mais comment chez vous mangez seulement organique? Parce que ça coûte cher là-bas. Je dis, on n'a pas le choix, parce que tout est organique. Il était stupéfait. Le problème, c'est que comment nous agençons ces trucs, cette richesse organique que nous avons aujourd'hui? On ne l'utilise pas. Regardez combien de fruits on détruit par jour sur nos marchés. Regardez l'huile de palme, qui est un trésor, riche en antioxydants, qui digère plus vite que toutes les huiles raffinées. On grille pour être comme les blancs, on grille jusqu'à ce que ça perde tous ces antioxydants et pour que la nourriture présente comme on veut. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses à faire à la base. Avant d'arriver même aux médicaments, il y a un travail de fond, travailler sur le style de vie des gens. Regardez la consommation de l'alcool dans nos pays africains, tous les pays africains confondus. Regardez la consommation du tabac. Regardez le style de vie sédentaire, le sport. Si vous voulez rendre les gens mal à l'aise partout, imposez le sport.
Regardons maintenant les gens chez qui ça marche. Allez au Japon. Maintenant, de plus en plus, tout le monde marche avec une bouteille d'eau. À 13 heures, tout le monde arrête dans l'entreprise. On fait le sport pour tout le monde. Est-ce que l'Africain n'est pas capable d'avoir un style de vie pareil? Et c'est l'ignorance. On en est là aujourd'hui. Il faut repartir vers les trucs fondamentaux. Si vous permettez, une petite parenthèse. Vous permettez, s'il vous plaît. Ouais. Je suis sûr, je vois le professeur Herman trépigner d'impatience lorsque vous avez parlé de l'huile de palme pour pouvoir guérir et remplacer ces médicaments inutiles. Vous avez la parole, professeur. Oui, j'ai été apostrophé à gauche et à droite. Bon, mais je vais dire une chose. Et quand j'ai parlé du passé, parce que le docteur Roger, il a pensé que je pleurnichais. Non. C'est une manière de faire à ce que les gens prennent conscience. Bon, lui, il vit 16 ans en Amérique. Il n'est pas peut-être le genre que quand le blanc parle, il baisse la tête. Mais il y en a encore au jour d'aujourd'hui qui roulent le tapis rouge du blanc. Il y a des présidents de la République qui reçoivent en banquet les ministres. Alors que quand ils voyagent, on ne les reçoit même pas par le président, leur homologue. C'est en Afrique qu'on trouve ça. Donc je crois que je ne suis pas en train de me mettre en faux par rapport à ce qui s'y passe. Je dis nous sommes des esclaves, cette fois-ci intellectuels. Bon, c'est-à-dire que nous ne sommes plus des esclaves comme avant, c'est-à-dire nous parlons français. C'est quand on parlait bien français qu'on est vraiment quelqu'un. Quand on parlait bien anglais, on est quelqu'un. Lorsqu'on parle sa langue maternelle, on n'est personne. On n'est qu'un esclave, un petit animal. Et l'esclave ne se sait pas esclave. L'Inchinda, dans nos villages, quand le chef crache, allez, il se lave le visage avec. Bon, donc, ne nous voilons pas la face. L'Afrique a un problème de prise de conscience que me voici, je suis un homme. Ça commence par là. Et ne voyons pas comment la société, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, est organisée aujourd'hui. Et commencer à tirer à boulet de canon sur les gens en disant « faisons marche arrière ». Je vous coupe pas. Michel du Gabon qui appelle, l'appelant. Bon, alors, moi, je ne suis pas dans la politique du médicament, parce que je fais dans la médecine naturelle. D'abord, quand on dit migraine en médecine naturelle, nous, on ne connaît pas migraine, céphalée, ça veut dire toutes les appellations. Ça, c'est l'industrie pharmaceutique qui fabrique les noms des maladies. Parce qu'il y a eu un temps, on parlait de syndrome diphthorique menstruel. Pour fabriquer, pour mettre sur pied un médicament pour permettre aux femmes qui avaient des petits convenus à la veille des règles que c'est un syndrome, donc c'est une maladie. Ça a commencé aux États-Unis, ça arrivé en France. Donc, s'il faut que chaque fois, par exemple, les psychiatres, ils ont eu en 1967 une prise en main de leur métier en mettant sur pied 44 sortes de maladies sur la base de la dépression. Donc on a voté les maladies. Bon. Donc si on prend le dictionnaire médical, on lit les maladies, il faut tel médicament, on lit. Je dis, je me porte en faux. Nous n'avons pas besoin de ça. N'en déplaise le docteur Petchokor. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'éduquer la masse à prendre en charge, à s'auto-prendre en charge et de surcroît voir maintenant à quel moment consulter le médecin. Parce que le problème n'est pas que dès que tu as le mal de tête, tu appelles le médecin. Non. D'abord, c'est pas pour celui qui fait en médecine naturelle, ce n'est même pas envisageable que je dise ça aux antennes. Bon, moi je suis étonné qu'un docteur de la médecine classique puisse donner des conseils que nous on devrait donner de prime abord. Parce que quand quelqu'un a les problèmes de digestion, 80% de nos maladies passent par l'indigestion. Et l'eau est l'un des éléments clés pour combattre la digestion.
ou l'indigestion, quoi, pour améliorer la digestion. Et surtout quand on boit hors repas, pas pendant le repas. Bon. Donc il y a des aspects, de choses qui voudraient que le problème des médicaments ne devrait pas s'y poser. Maintenant, à quel moment on a besoin du médicament? Parce que le médicament, c'est quelque chose qu'on doit avoir quand on ne peut plus trouver des solutions autrement. Tout comme on peut aller voir un chirurgien lorsque on ne peut plus rien faire. Donc d'après vous, on boirait les médicaments une fois que la médecine, la naturopathie a échoué ou bien... Non, on boirait le médicament de moins en moins parce que on ne doit pas en abuser. De deux, on doit aller vers le médecin qui cherche à comprendre votre problème, donc qui sait faire le diagnostic clinique. Pas qu'il vous envoie rapidement dans un laboratoire ou bien qu'il vous fait faire payer un médicament parce que il est dépendant de la firme pharmaceutique qui a fabriqué ces médicaments baratinés par les délégués médicaux. Bon, il n'est pas admissible que dès que vous entrez à l'hôpital, que vous soyez perfusé. Non, il faut que vous sachiez pourquoi on veut vraiment vous perfuser. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de mourir, c'est pas moi, entre guillemets, qu'on ne va pas essayer d'écouter le corps. Parce que le médecin, c'est lui qui écoute le corps, ce n'est pas le malade. Vous devez vous exprimer. Avant, quand on entrait à l'hôpital, au temps de nos parents, moi, mon père faisait la médecine officielle. Quand tu entrais à l'hôpital, si tu ne parlais pas, mais tu es en danger parce que le médecin ne sait pas comment commencer. Bon, depuis qu'on a mis sur pied les solutions de la perfusion, quoi. Alors, c'est devenu une magie à tout faire. Dès que tu viens, avant même que tu n'ouvres la bouche, que tu es en train d'être perfusé. Donc moi, je dis, faisons tout pour éduquer la masse. C'est-à-dire les médias doivent nous aider. Si vous permettez, professeur, nous avons le docteur Kweko, qui est gynécologue, qui veut s'exprimer sur ce sujet. Qui a un problème technique. Vous avez parlé, monsieur docteur Clément Pissoko, vous avez parlé de, comme cause, la paupérisation, le problème financier. Donc il y aurait des films qui voudraient vendre plus de produits parce qu'ils ont un intérêt économique. Le professeur Eman a parlé de la dépendance liée à ces films. Donc un médecin aurait intérêt à prescrire un médicament qui sait vraiment non autorisé parce qu'il sait que derrière ça, il y a un gain et qu'il va continuer à percevoir un salaire. Est-ce que ce serait aussi la cause financière, comme vous l'avez dit si tard? Oui, merci pour la question, mais je vais un tout petit peu revenir sur ce que le professeur Eman disait tout à l'heure. Lorsque je dis que le médicament est important, il est important justement parce que si on prend un exemple terre à terre, et vous avez là un microbe, disons une gonococcie, là, et avec des écoulements. Vous allez chez le médecin, il fait des tests, et il se rend compte que vous avez une gonococcie. À ce moment, l'hygiène vitale, les conseils de l'alimentation, tout ça, ça ne sert à rien, il faut un médicament. Voilà pourquoi j'ai dit le médicament, il est utile, il est important aujourd'hui et demain. Maintenant, le médicament, il est fait à base de quoi? Aujourd'hui, il y a une dépendance de l'homme à l'égard des médicaments chimiques. Peut-être demain, nous allons développer, et c'est même ce que je demande aux populations, au pouvoir africain de faire, développer une médecine, développer des médicaments, n'est-ce pas, en utilisant des facteurs environnementaux. Les plantes, les végétaux qui nous entourent, c'est possible. Et là également, c'est des médicaments. Et dans la plupart des ministères de santé en Afrique, on parle de médicaments traditionnels améliorés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là? Mais c'est des médicaments. Voilà pourquoi je dis le médicament, il est utile. Qu'il soit chimique ou encore naturel. Vous permettez, nous recevons Dr Kweko. Important. Vous permettez, monsieur Clément. Dr Kweko. Dr Kweko.
Monsieur Oui, Dr Roger. si vous permettez, je voulais rebondir sur deux petits aspects soulevés tout à l'heure. Le premier aspect, c'est les perfusions, l'utilisation des perfusions. Les gens nous écoutent, il faut être clair. Nous avons l'appelant, Dr Kweko. Je vais répondre à la question en vous donnant quelques exemples. Vous savez que pour mettre un médicament, c'est les pharmaciens qui doivent vous confirmer, c'est qu'il y a une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire l'État camerounais, l'État du pays où vous êtes. Donc une firme pharmaceutique présente un médicament et maintenant l'État autorise ce médicament à être utilisé. Et donc cet État doit avoir des structures pour vérifier l'efficacité de ce médicament pour sa population. Donc, ce n'est pas tout à fait juste quand vous dites que le Camboquin n'est pas un médicament efficace. Je prends l'exemple de ce que vous m'avez dit. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on l'utilise en association, par exemple. Aujourd'hui, l'OMS recommande l'association pour le traitement du paludisme, de la Deméter avec de la luméfantrine, ce que les gens appellent communément le cocaïne. Ensuite, il y a l'association artesunate avec de l'amodiaquine. Amodiaquine étant le fameux camoquin. Donc vous comprenez que si l'instance mondiale de la santé recommande dans les médicaments de première ligne l'amodiaquine en association, ça veut dire que c'est un médicament qui reste encore efficace. Le médicament qui aujourd'hui, dans les zones, parce qu'on repartit, par exemple, le paludisme, il y a des zones, on a fait zone 1, zone 2, zone 3, etc. Les spécialistes du paludisme vont vous dire qu'il y a des zones où il y a des résistances très importantes à la nivaquine. La nivaquine, qu'on appelle chloroquine, effectivement, n'est plus utilisée dans ce pays. Et vous allez vous rendre compte que même sur le marché, je prends le Cameroun, il n'existe même plus. Même dans les médicaments vendus en pharmacie, il n'existe pas parce que les gens savent déjà que ce médicament est inefficace. Donc, pour revenir à la question de médicaments illicites, un médicament est dit illicite lorsque c'est un médicament qui n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché et qui est utilisé donc par soit le personnel médical, soit les patients, et qui s'approvisionnent donc dans un circuit parallèle. Le médicament illicite, il pose les problèmes de la provenance. Ça veut dire que ce médicament est fabriqué quelque part. Donc il y a des gens qui ont un circuit de fabrication du médicament qui n'est pas contrôlé. Il est acheminé dans certains pays ou dans le pays à la demande. Et donc ce pays utilise donc ce médicament en parallèle de ce que moi j'appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, le danger, c'est que ce médicament n'est contrôlé par personne. Et donc, vous comprenez qu'il y a des répercussions donc, en matière de santé publique. Et donc, l'État doit traquer ce genre de médicaments et donc rompre la chaîne d'approvisionnement, empêcher que la population, parce que c'est l'État qui est responsable de sa population, pour que ces populations aient des soins de qualité. Donc voilà en ce qui concerne le médicament illicite. Docteur, merci pour toute la lumière que vous apportez sur ce sujet. Docteur Kweko, qui est gynécologue, vous voulez quelque chose à dire? Oui, je voulais juste une clarification par rapport à la liste qu'on a citée tout à l'heure et la liste selon laquelle le docteur vient de réagir, qu'il faut éviter les confusions et les manipulations des compétitions des laboratoires sur le marché. L'OMS n'a pas dit à un moment donné que ces médicaments n'étaient pas efficaces. C'est au vu de la montée des résistances dans le traitement du palu qu'on a dit il ne faut pas attendre que ça résiste à toutes les molécules avant qu'on réagisse. Il faut passer aux associations pour ne plus rater la cible. Ça ne veut pas dire que les médicaments qui sont
pas en association, devenaient des mauvais médicaments ou bien inutiles. Ça, c'était juste dans l'optique de combattre les résistances. Certains laboratoires véreux à l'époque ont sauté dessus, sorti la liste de tous les médicaments qui sont en molécule unique pour dire que ce n'étaient pas des bons médicaments. Il faut faire très attention. Et je suis content de la contribution du docteur qui a si bien éclairé par rapport à Camoquin, mais la plupart de ces molécules retombent dans cette manipulation. Ça ne veut pas dire que le médicament est mauvais, c'est juste que pour éviter les résistances, on les associe, on les utilise en association. C'est une politique de lutte et de préservation de l'efficacité des médicaments. Autre chose, la Nivaquine, qui n'est plus sur le marché au Cameroun, pas seulement au Cameroun, c'est sur le marché. Il y a des zones où ce n'est que la Nivaquine qui répond encore au traitement du paludisme. Ça, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais médicament. On ne l'a pas retiré pour ça. On a étudié les résistances par zone et on a sélectionné des politiques de lutte par zone. Ça, il faut qu'on apporte cette clarification. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport aux perfusions, ça c'est un problème important. Moi, je passe régulièrement dans les centres de santé, dans les hôpitaux, et c'est un phénomène qui est courant. Je vais dire, au-delà de tout ce qu'on peut dire, vous ne savez pas, sauf si vous êtes un magicien, à quel moment le malade passe dans le coma ou à quel moment il collapse, comme on dit en termes techniques. Un malade que vous recevez à l'hôpital, vous ne savez pas à quel moment il va passer de la parole qu'il a au coma total. Ça veut dire en clair quoi? Quand vous avez le malade avec la chance d'avoir encore les veines, il vaut mieux prendre ces veines qui constituent pour vous une voie d'administration des médicaments d'urgence au cas où l'état du malade s'aggravait. Dans les pays développés, aux États-Unis par exemple, où je suis, une fois qu'on reçoit le malade aux urgences, on pose un salé qui est un sérum neutre qui ne va poser aucun danger au malade, mais l'objectif c'est de garder la voie veineuse qui va permettre les interventions futures dans le but de sauver le malade. Ce n'est pas la perfusion, mais il faut garder une voie veineuse. Vous ne pouvez pas garder une voie veineuse sèche. On utilise la perfusion dans ce cas. Donc l'utilisation des perfusions, si ça s'arrêtait à ça, ça devait être justifié. Mais si ça devient mercantile, c'est-à-dire qu'un malade qui est capable d'avaler son médicament antipaludique et vous lui posez la perfusion, il y a un problème. Il y a un problème. Mais un malade qui n'arrive pas à avaler parce qu'il vomit ou bien parce qu'il est dans un état très avancé, à peine il entre aux urgences, il faut poser la voie veineuse. Parce que vous pouvez ne pas avoir la chance d'avoir cette voie veineuse au moment où on en a besoin. Donc, c'est peut-être pour lever l'équivoque par rapport aux perfusions. Donc, le médicament est utile. Je vais vous prendre un cas. Les convulsions, nous sommes tous des parents ou des voisins, des parents ou des amis. Quand vous avez un enfant qui convulse entre vos mains, qu'est-ce que vous faites? Il faut déjà sauver l'enfant, le sauver des dégâts avant de chercher même à savoir pourquoi il convulse. Et là, vous n'avez que recours à un médicament qui va le faire le plus rapidement possible. Donc, il faut qu'on se tienne bien dans l'optique. Le médicament, c'est utile. Mais quelle quantité et quand est-ce qu'on a besoin du médicament? Il y a encore un problème. Est-ce qu'on n'en utilise pas trop? Et c'est là où le problème se pose. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un travail fondamental à faire. Rentrons dans le style de vie des gens. Voyons ce qu'on peut éviter pour arriver aux médicaments. Il y aura très peu de médicaments qui seront sollicités. Beaucoup de problèmes vont se résoudre en matière de contrefaçon, parce que tant que la sollicitation est forte, c'est difficile de contrôler le flux des médicaments qui rentrent chez nous. Exactement, monsieur docteur Rouget. On fait un constat aussi, il y a longtemps, en 1950, la chloroquine était utilisée contre le palu. Ça marchait fort bien. Très bien. À un moment donné, il s'est développé une chloroquino-résistance, oui. Ce qui a diminué la consommation du palu. Oui. Et avec ces produits dits inutiles non autorisés sur le marché, le docteur gynécologue qui a dit qu'avec une combinaison thérapeutique, c'est-à-dire en association avec d'autres molécules, ça pourrait être utile, passer de l'inutilité à l'utilité. Exact. Est-ce que là, maintenant, le palu tue plus que le sida, ça veut dire que ces produits inutiles ont peut-être augmenté la progression de la maladie, malgré la combinaison thérapeutique et tout. Je suis très content pour votre remarque qui est très pertinente. Et posons-nous un peu la question de savoir, est-ce que le palu augmente parce que la chloroquino-résistance? Je dis non, d'emblée.
quelles sont les conditions de vie qui favorisent la survenue du palu dans nos milieux? Quand vous regardez le degré de salubrité, le degré de promiscuité, le degré de misère dans lequel les populations vivent, est-ce que ce n'est pas suffisant pour développer le palu? Regardez en plein cœur de Douala, c'est la capitale économique. Quittez les immeubles qui sont au bord de la route, passez derrière. Et vous me direz dans quelles conditions les gens vivent. Vous allez voir les mares d'eau qui coulent entre les maisons et vous me direz si avec ça, on peut combattre le palu, même avec les médicaments les plus efficaces. Puisque vous attendez que les malades soient là pour les soigner. La question se posera, commencera à trouver une solution le jour où on va empêcher au plus grand nombre de personnes de tomber malades. Et ça, c'est quoi? C'est le style de vie. Apprenez aux gens à balayer leur cours, c'est ça le problème. Apprenez aux gens à garder leur immunité solide. Comment on maintient le corps pour qu'il puisse se défendre? Le corps humain n'est pas fait malade. Quand vous naissez là, vous avez suffisamment de moyens pour le corps pour se défendre. Et donc, pourquoi à un moment donné le corps ne peut plus se défendre? Parce que vous l'avez accablé de stress, de tout ce que vous imaginez. Alors, il faut revenir au fondamental. J'ai parlé tout à l'heure de l'eau. Est-ce que vous pensez, si je veux qu'on s'amuse un peu, on va fouiller tous ces services pour voir combien de bouteilles d'eau il y a dans le service, malgré le nombre de personnes qui travaillent ici à longueur de journée. Et vous comprendrez qu'on est en train de se tuer et à longueur de journée, et c'est comme ça tous les jours. Si on commence à fouiller les services ici, même les grandes entreprises, on dit qu'on veut voir les toilettes où les gens se mettent à l'aise quand ils peuvent, vous allez être surpris désagréablement. Docteur Eugène, vous rassurons, on a assez d'eau ici, hein. Voilà. Et nous en consommons assez bien. Voilà, ça me rassure. Ah ouais, voilà. Et donc, quand vous imaginez que les gens passent plus de temps au travail et qu'ils vivent à la fin à leur lieu de service, si vous voulez, si vous permettez, et vous voyez comment on traîne nos lieux de service, vous allez comprendre que c'est des mouroirs. C'est des mouroirs. Quand vous pouvez passer la journée, regardez les bureaux. Les bureaux, c'est des petits refuges où les gens se trouvent, alors qu'ils passent 8 heures de temps à 12 heures par jour assis là-bas à travailler. Vous passez, je parlais du style de vie sédentaire tout à l'heure. Prenez 100 personnes là tout de suite, vous leur parlez du sport, ils vont vous parler du temps. On n'a pas le temps. Vraiment, on a beaucoup de choses, on a ceci, on a ça. C'est pas faux. Ils n'ont pas du temps parce qu'ils sont accablés par des problèmes qui n'ont aucune importance. Vous imaginez un seul instant que le corps, c'est la machine. Tout ce qu'on fait là, sinon on n'est pas en santé, si j'avais le palu, je ne serais pas ici. Donc, si je fais tout sans prendre soin de la machine fondamentale qui est le corps, ça ne sert à rien. Comment je prends soin de la machine fondamentale? C'est valable pour moi, c'est valable pour le paysan, c'est valable pour tout le monde. Monsieur Pistoko, nous allons rebondir avec cet élément qui parle des films pharmaceutiques, vous l'avez relevé si bien. Si la régie est prête pour le deuxième élément. Les pays du monde, même les États-Unis et la Suisse, il est difficile aujourd'hui de trouver des molécules vraiment nouvelles. De sorte que l'industrie pharmaceutique est soumise à de grandes difficultés financières pour continuer à faire un gros chiffre d'affaires avec des bénéfices importants. C'est pour ça qu'elle fait des copies pour prolonger ses brevets, mais c'est aussi pour ça qu'elle cherche à élargir ses marchés. Et pour élargir les marchés, la meilleure façon, c'est de faire croire à l'existence de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour résumer en une phrase, l'industrie ne trouve plus de nouvelles molécules, alors elle trouve des nouvelles maladies pour lesquelles, par miracle, ces anciennes molécules vont marcher. Autrement dit, elle élargit le marché de chaque molécule. Et ça, c'est la principale voie qui lui a permis de s'expandre dans les 15 dernières années. D'abord, vous comprenez que si chaque année on met peut-être pas 90%, mais 80% de médicaments inutiles et que ça dure depuis 40 ans, vous imaginez que sur les 4000 médicaments aujourd'hui dans le commerce, il y en a 80% qui ne servent à rien et dont quelques-uns comportent des risques. Et là, il y a un ménage à faire et j'espère que le gouvernement aura le courage de s'attaquer à ce problème. Parce qu'il y a deux types de médicaments inutiles. Le premier qu'on oublie toujours, et qui est le plus important, c'est les médicaments qui n'ont aucune activité, aucune efficacité, et qui ont été autorisés par les systèmes de contrôle français parce qu'ils viennent pour l'essentiel des laboratoires français, et qui ne sont vendus qu'en France ou dans les pays du tiers-monde. Mais aucun des grands pays occidentaux qui nous entourent, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, n'utilise ces médicaments qui n'en sont pas. Il s'agit en quelque sorte d'une sorte d'aide indirecte, économique, à une industrie française
qui s'est avéré malheureusement depuis 30 ans incapable d'inventer une molécule. J'ai fait le calcul, s'il y a 500 grandes molécules, pour simplifier, il y en a 5 de françaises, ou plutôt 3 d'ailleurs. Ça veut dire que la France est responsable de 1,5% à peu près des molécules importantes. Et tout le reste de ce qu'elle invente, ce sont des poudres de perlimpinpin qui coûtent cher à l'État. Alors le deuxième type de médicaments qui servent à rien, c'est les quasi-copies, les facsimilés des grandes molécules, qui sont le plus souvent des molécules américaines, suisses ou anglaises, que l'industrie met sur le marché pour relayer la mort de ses brevets. Mettez une molécule sur le marché, 8 ans après, le brevet est mort, n'importe qui peut la copier, elle ne peut plus la vendre. Il faut donc qu'au moment où elle perd son brevet, elle puisse mettre un nouveau médicament dont elle va nous jouer du violon et nous faire croire qu'il est remarquablement efficace. Elle va d'ailleurs obtenir des prix égaux ou quelquefois supérieurs aux copies. C'est le seul domaine où on voit les copies valoir plus cher que les originaux. Moyennant quoi, elle va pouvoir maintenir ses bénéfices. Nous recevons directement, après cet élément, l'appel de Madame Chantal. Alors, docteur Pissoko, on parle encore du mercantilisme. L'agent a encore raison sur la santé des populations. On parle des millions de populations. Bien sûr, quand je suis sur cet élément, alors je me rappelle, il y a pratiquement 2 mois, j'étais dans un pays africain où, vous voyez, les... je suis convaincue que mon problème serait résolu autrement. Je suis d'accord avec le monsieur qui dit que le taux de stress est élevé. Je travaille dans un endroit où j'ai 8 heures de temps devant l'écran. Je suis une femme au foyer. Je suis stressée à 100%. Et quand je fais des questions, il trouve pas d'abord des questions du style comment vous vivez, qu'est-ce qui se passe, quel est votre milieu de travail. Mais automatiquement, il vous donne un traitement. Et depuis lors, j'ai du mal à arrêter ce traitement que je prends contre ma volonté. Parce que du coup, je me retrouve comme esclave de ce médicament, alors que je pense que mon problème, ce n'est pas l'hypertension, c'est le taux de stress, c'est la vie que je mène. Donc, je veux vraiment me débarrasser de ce traitement, mais les médecins, un peu comme me rendent captive de ce traitement. Et aujourd'hui, quand j'essaie même d'arrêter ça, même pour une semaine, je me sens mal. Or, je pense que je peux m'en sortir autrement. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller. Vraiment, cette émission m'aiderait beaucoup. Parce que, effectivement, certains médecins nous prennent vraiment pour des cobayes. Et là, je suis vraiment esclave d'une situation que je veux vraiment en débarrasser. Merci. Merci, Madame Chantal, qui nous appelle tout droit du Gabon. Docteur Clément Pissoko, je précise bien docteur, comment rebondir sur le mercantilisme médicamenteux? L'élément finissait par les bénéfices. La dame, elle parle des cobayes. Et justement, je dis, il y a 2 mois, j'étais dans un pays africain où les populations, on a réussi à mettre dans la tête des populations que le poulet congelé, c'est le meilleur. Et les poulets du village, là, mais ces gens-là pensent que le poulet du village, c'est la saleté et tout, ça ne vaut pas la peine d'y toucher. Voyez un peu, voyez comment on a conditionné toute une population qui pense que le poulet congelé, c'est le meilleur. Alors que dans certains pays africains, ils ont réussi à écarter cela de la consommation. Pour dire que j'ai également fait quelques temps de temps en temps aux États-Unis, où vous voyez que, effectivement, les gens, ils ont une alimentation purement artificielle. L'Américain, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il sait faire le mieux, c'est manger, travailler, manger, travailler. Vous allez dans des grands supermarchés où vous voyez des gros litres de 1,5 litre, 2 litres, des sucreries par-ci et tout et tout. Et quand vous poussez très loin, vous vous rendez compte que ces messieurs qui sont des directeurs, les actionnaires dans les firmes pharmaceutiques, c'est également ces messieurs qui sont des actionnaires dans des sociétés agroalimentaires. On vous donne des sucreries, des trucs, ça vous fait grossir, ça vous crée des maladies. Et d'un autre côté, on vous donne des maladies, on vous oriente vers des pharmacies. Oui, c'est un cycle infernal. Et je pense qu'il y a un problème de sensibilisation. Et comme le disait mon confrère de l'autre côté, il faudrait qu'on évite d'être tout le temps anéanti par la médiocrité, par la désinformation, par la publicité mensongère, par l'analphabétisme, par l'ignorance. Lorsqu'on n'a pas un minimum de connaissances
en matière de santé. On est vraiment assujetti, on est exploité par ces gens. C'est tout à fait normal, nous sommes dans un monde capitaliste. Les gens réfléchissent pour se faire du beurre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez. C'est à vous de savoir exactement ce que c'est que votre santé. C'est à vous de vous programmer pour être en bonne santé. Et cette programmation commence par une meilleure prise en charge de son alimentation, de son hygiène de vie. Et je pense que ce que les États africains, ce que les gouvernements africains devraient nous aider à faire, c'est de mettre à la disposition du public des conseillers, des personnes habilitées à pouvoir traiter la maladie en amont. C'est-à-dire que éviter que la maladie ne vienne. C'est des conseillers, des conférences qu'on devrait organiser de temps en temps, des émissions comme celle-ci, des documentaires où on vous enseigne comment manger, où on vous dit non, vos légumes que vous avez en Afrique, c'est bien, le lait que vous mangez de temps en temps, c'est bien, les légumes du village, c'est ça qui est bien, les poulets du village, chacun devrait avoir son petit poulailler, etc. Mais c'est ce genre de conseils, c'est ce genre d'éducation qu'il nous faut pour que demain, on puisse comprendre que le plus important qu'on devrait se mettre dans la tête, ce n'est pas la superpuissance du médicament. Parce que nous, on nous fait croire à la superpuissance du médicament. Pourtant, le plus important, c'est la superpuissance de l'hygiène de vie. Comment renforcer son système immunitaire avec une bonne hygiène de vie, avec une bonne alimentation. Voyez un peu. Et on parlait tout à l'heure. Selon vous, de docteur, vous permettez? Non seulement la pauvreté, mais l'hygiène. Voyez un peu. La malpropreté est à l'origine de plus de 70% des problèmes de santé en Afrique. Donc, docteur Pesoko, selon vous, pour pouvoir éradiquer le phénomène des produits inutiles sur le commerce ou alors non autorisés, il faudrait avoir une bonne hygiène de vie, forcément. Mais si on a une bonne hygiène de vie, on n'aura pas tout le temps des céphalées, on n'aura pas tout le temps des constipations, on ne sera pas appelé à vouloir prendre n'importe quoi pour se soulager. Nous avons M. Kwamo qui veut intervenir après l'explication de Dr Pesoko. Monsieur Kwamo? Oui, je voulais intervenir pour parler à la docteur Papa Dieu. Oh, ok, je vais sur la fille média. Vous êtes une chaîne sérieuse. Et on aime bien vous suivre à longueur de journée, mais quand vous invitez tous les bons, vous savez que ce n'est pas un docteur, c'est un charlatan. Vous êtes toujours après le fait que c'est un confrère, vous êtes toujours que c'est un charlatan. Il est docteur en quoi? Soyez un peu sérieux, il faut qu'il y ait vos invités, monsieur. Bonne soirée. Nous ne faisons pas la promotion ou alors nous n'attaquons pas personnellement les invités ici. Donc nous allons continuer, le professeur Herman Nyek-Lipport, qui est vitaliste. Nous écoutons attentivement pour les solutions qui visent à éradiquer les produits inutiles et nous savons que nous aurons la solution par votre bouche. D'accord. Il faut donner le temps d'antenne à chacun parce que j'ai failli dormir. Ça, nous l'avons compris. Vous pourrez facilement comprendre. De toute façon, le problème, c'est que nous sommes dans un registre dominateur, c'est-à-dire la puissance de l'industrie pharmaceutique avec l'accompagnement des politiques qui sont sur le plan mondial les mêmes, où on oriente les gens à se soigner que de la même manière. C'est pourquoi tout à l'heure, je me portais en faux de faire la publicité des médicaments. Parce qu'il faut définir la santé et définir d'une part la santé et d'autre part la médecine. La santé, c'est le bien-être total, l'absence de toutes sortes de maladies, de symptômes, d'infirmités. Là, c'est l'OMS qui définit la santé comme ça. Et puis, la médecine, c'est l'ensemble des techniques pour bagarrer, donc pour lutter contre les maladies, les infections, les infirmités et les moyens de les soulager, de les calmer. Bon,
quand on parle de santé, c'est l'absence totale de la maladie. Parfois, on porte le mot santé, ministère de la Santé, c'est par défaut. Parce que c'est le ministère des médecins ou d'une certaine médecine. Quand on ne va pas intégrer la santé dans la politique des gouvernements, on aura toujours des problèmes, des médicaments sont montés et descendus, des faux médicaments, des médicaments contrefaits. Est-ce qu'il faut boire le médicament? Est-ce qu'il ne faut pas le boire? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que dans chaque pays, même aux États-Unis, qu'on sache qu'il n'y a pas qu'une seule méthode de soins. Il y a la médecine énergétique, où on utilise des techniques d'hypnose et des diagnostics qui sont à base de la radiesthésie et qui sont aujourd'hui reconnus. Par exemple, quand je parle de l'hypnose, c'est reconnu aujourd'hui comme une médecine scientifique. Pourquoi toujours partir sur des protocoles, consultation, prescription et consommation de produits? Pourquoi on pense que c'est cette médecine-là qui est la meilleure? Donc on doit réunir les débats un soir et on tourne autour du médicament. Mais c'est l'occasion de comprendre qu'il n'y a pas que guérir et soigner les gens, il y a aussi guérir les gens. Le médicament ne guérit jamais. J'ai donné un exemple tout à l'heure que l'huile ne fera jamais d'effet à la place de l'eau. Le corps humain est fait d'eau. Le docteur Roger l'a dit tout à l'heure, en grande partie. Bon, moi, c'est pas... Quand il le dit, c'est pas qu'est-ce qu'il pense. Mais moi, ce genre d'argument m'amène à dire que on doit considérer donc que l'eau peut rééquilibrer l'organisme à près de 60%. Avant de voir, comme lui-même, il a donné des indications comment boire de l'eau. Moi, ça m'a impressionné. Bon, avant de voir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en dehors de l'eau? Vous permettez, monsieur le professeur, nous avons un appel du Togo. Ok, merci, oui. J'ai une préoccupation par rapport à ce que le docteur disait tout à l'heure par rapport aux perfusions. En fait, ma préoccupation, c'est par rapport, on va parler de, comment dire, d'un paysan, par exemple, qui sera à l'hôpital et lorsque le médecin voudra lui placer la perfusion, comment est-ce que lui, on va dire quoi, on va considérer que c'est important dans ça, lorsque le médecin lui propose de placer la perfusion et qu'il dise au médecin, bon, vous pouvez me placer la perfusion avant de m'avoir, par exemple, examiné au préalable. Étant africain que nous sommes, pensez-vous que le médecin pourra prendre ça d'un mauvais côté ou bien, je ne sais pas, essayer de m'éclaircir sur ça. Imaginez que le docteur le prenne mal et renvoie le malade, par exemple. Docteur Oui, Roger. Oui, je crois que le malade qui s'exprime et qui parle a le droit de poser toutes les questions dont il a besoin au médecin. Et il a même le droit de refuser le traitement qu'on lui pose. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Mais le médecin qui vous reçoit a une responsabilité, c'est de s'assurer que vous restez en vie. Ce que je veux dire, c'est que quand vous venez en marchant pour une consultation normale, vous avez tout le temps de poser des questions. Vous pouvez avaler, on peut vous prescrire des comprimés et vous rentrez. Mais quand vous rentrez dans un état inquiétant, le médecin, puisque vous ne pouvez pas avaler, il faut bien qu'il ait une voie pour vous soigner quand les choses s'aggravent. C'est pour ça qu'il faut prendre rapidement la veine, que quand vous vous aggravez, on ne trouve plus. C'est pour ça qu'on prend une voie veineuse avec une solution neutre. Parce que vous pouvez être diabétique, on évite de vous donner les glucosés comme les gens le font très souvent. On évite de vous donner, on donne une solution neutre qui ne va pas influencer votre état de santé, mais qui permet de garder la veine juste au cas où on a à vous administrer des traitements par voie veineuse si la situation s'aggrave. C'est en ce sens que j'ai dit, la perfusion, c'est justifié. Vous devez garder une voie veineuse chez un malade qui arrive aux urgences en état grave ou bien en état ennuyeux. Un malade qui vomit, qui ne peut pas avaler, il est évident que d'un moment à l'autre, vous aurez besoin de le soigner. Il faut rapidement attraper la veine parce que quand il se déshydrate, vous n'avez plus la veine. Donc, c'est ça, en ça que la perfusion se justifie. Là où ça ne se justifie pas, c'est quand vous consultez un malade qui fait un acépalustre normal,
qui peut avaler, qui vous parle, et qui peut bien avaler ses comprimés, et vous lui imposez des perfusions. Là, il n'y a pas de justification. C'est ça qu'on a bien expliqué. Mais retenez que le malade a le droit de dire non, même s'il ne veut pas les perfusions. Il a le droit de dire qu'il ne veut pas les perfusions. Mais ça, c'est valable pour le malade qui parle. Vous pouvez arriver à l'hôpital, ce n'est pas tous les malades qui arrivent, ils ont même le temps de lever le petit doigt. On est obligé de les prendre en charge, et donc, il faut rapidement prendre une voie veineuse. Et ça, c'est un appel dans les services des urgences. Il ne faut pas faire cette erreur. Quand vous ratez le moment précis, ça s'aggrave, vous ne pouvez pas rattraper le malade. Mais je me tourne auprès de vous. Le professeur Herman, vous avez fait cas pour pouvoir éviter d'être esclave de la consommation de ces médicaments non autorisés, dits inutiles. Vous avez proposé la diversification des méthodes de traitement. Vous avez parlé de la radiesthésie. Oui, bon, j'expliquais une chose. Il y a 3 types de médecine, en fait. Parce que j'ai fini par définir qu'est-ce que c'est que la santé. Alors, maintenant, j'ai défini qu'est-ce que c'est que la médecine. Bon, mais dans la médecine, il y a 3 types de médecine. Il y a la médecine inférieure, c'est-à-dire qui se justifie par des prises de produits, des prises de médicaments, hein, pour résoudre des problèmes ponctuels. Ça, on ne peut pas refuser ça dans un pays, ou bien dans une ville comme Douala, ou bien comme Libreville, Dakar et tout. Ça dit dans toutes les villes du monde, le médicament est utile. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des situations d'urgence, comme le disait tout à l'heure le docteur Roger. Mais maintenant, ça c'est parce que c'est comme on peut dire aux gens, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est la seule religion valable. Ça va poser des problèmes aux musulmans. Ou alors, ça va poser des problèmes à ceux qui sont animistes, qui croient en Dieu à travers tout ce que Dieu a créé. Il faut qu'on donne la possibilité à ce que s'ouvre dans la tête des gens le choix du thérapeute qu'il faut pour leur cas. Donc, donner la visibilité à toute forme de thérapie qui se veut responsable. Bon, c'est pourquoi je dis la médecine des hôpitaux, c'est la médecine inférieure. C'est une médecine moléculaire qui utilise le mal contre le mal, qui intervient pour contrecarrer le mal, qui bagarre avec les microbes, avec des virus, qui est tout le temps en train de lutter. On est en train d'enlever l'œil ici, mettre les prothèses là-bas et tout, et bagarrer avec les problèmes d'argent. Par contre, il y a la médecine supérieure. Bon, dans la médecine supérieure, le malade et le médecin échangent. Et on est en sophrologie, on est en hypnotisme, on est dans un ensemble de données qui permet à ce qu'il y ait l'échange entre le malade et le médecin. Et le médecin est formé conséquemment pour pouvoir faire cela. Alors maintenant, la médecine suprême, c'est la médecine où le médecin n'intervient que pour s'assurer que le gars il mène bien son action, c'est-à-dire on peut parler de médecine. Vous permettez, professeur Herman, Libreville, François depuis Libreville. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour votre émission. C'est une émission très importante à vous suivre vraiment. Je félicite les gens qui sont sur le plateau, surtout le docteur qui nous parlait de l'eau. Et la question que je voudrais poser au docteur, comme par exemple nous sommes dans une ville comme Libreville, c'est très chaud, est-ce que l'eau glacée peut faire à ce qu'on s'attrape des maladies, parce que nous vivons beaucoup de l'eau glacée à Libreville, c'est tellement chaud. C'est la question que je voulais poser au docteur. Merci. Merci pour votre remarque. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'eau, déjà, c'est important. Glacée ou pas glacée, l'eau est importante. Ce qu'on a pu relever et qui semble un peu objectif, mais qui reste discutable aujourd'hui, c'est que l'eau glacée peut ralentir la digestion des graisses. Et c'est pour ça qu'on ne le recommande pas trop au moment
du repas, parce que ça va, on suppose, ce n'est pas encore prouvé, toutes les études ne sont pas au top là-dessus. Donc, on recommande de ne pas prendre de l'eau glacée pendant les repas. Mais si c'est pour votre plaisir, vous pouvez prendre de l'eau glacée, mais sachez que aussi, ça vous fait ne pas prendre suffisamment de l'eau. Et en matière de l'eau, retenez qu'il vaut mieux boire une eau non glacée que de rester sans boire. Donc, soyez moins exigeant qu'elle soit glacée ou peu glacée. Assurez-vous que vous avez bu votre quantité normale journalière qui est d'environ 1,5 à 2 litres d'eau. Et quand vous êtes à Libreville, c'est la côte, il fait chaud. Vous devez aller à plus de 2 litres par jour sans que ça vous dérange absolument. Donc assurez-vous que vous avez bu de l'eau, ça vous évite 60% des problèmes de santé.